Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier, c'est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises et organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour parler, le podcast de la négociation. Notre ambition est simple, vous donner les clés pour mieux négocier. Mieux négocier pour un meilleur futur professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invité Sylvia Brégé. Bonjour Sylvia. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, très très bien. Très bien. Bon. Merci pour cette invitation. Merci d'avoir répondu positif à cette invitation, à ce podcast, parce qu'en plus, tu vas te présenter, mais tu as une expertise qui est géniale, qui peut aussi faire fantasmer pour beaucoup, parce qu'il y a un inconscient collectif sur ton métier qui est très fort. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors, je suis criminologue et conférencière. Donc, à la base, mon métier, c'est de comprendre un peu les gens dans un contexte compliqué, notamment dans tout ce qui est déviance. Donc, j'ai particulièrement travaillé avec les agresseurs d'enfants. Donc, rien à voir avec ce que l'on va aborder aujourd'hui. Mais ça a été très intéressant, notamment en termes de techniques d'audition, qui sont valables d'ailleurs en dehors même de tout ce qui concerne la pédophilie. Donc voilà, c'était un travail fait avec ce type de criminels. Et puis, donc j'ai travaillé avec la gendarmerie, j'étais correspondante scientifique durant 11 ans. Je continue toujours la formation auprès de la gendarmerie. Et puis à côté, eh bien, des conférences et des formations pour aider les gens à mieux observer, en tout cas observer différemment pour échanger différemment avec les autres. Top. Alors, ton expertise, elle est effectivement en tant que criminologue sur les profils complexes, mais aussi sur le mensonge. Même si ça va pas être forcément l'objet de ce podcast, mais le mensonge dans tout l'aspect émotionnel, body language, c'est bien ça? Et utilisation des mots, peut-être. Oui, surtout. C'est surtout le verbal. Le mensonge, il y a beaucoup de mythes, beaucoup d'idées dessus. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup de choses qui circulent, des données qui ne sont pas forcément validées scientifiquement. Donc, je dirais plus sur le point de vue verbal. Ah, génial. Top. Bon, ce qui recoupe en plus les travaux les plus récents sur la psychologie de détection du mensonge avec une approche linguistique, ça c'est vraiment passionnant. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent du mensonge, quoique je sais pas dire, à toi de me dire, c'est comment est-ce qu'on négocie avec une personnalité complexe. Et dans personnalité complexe, psychopathe, pervers narcissique, on va voir peut-être le paranoïaque, l'hystérique, l'histrionique, voilà. Avant qu'on aille là-dessus, est-ce que tu peux peut-être, parce que j'ai l'impression dans mon métier, mais dis-moi si je me trompe, qu'on a tendance à mettre des étiquettes assez facilement sur les gens. Déjà, c'est quoi le piège de mettre une étiquette là-dessus? Et puis après, peut-être d'aborder les notions de baseline pour pouvoir être en capacité d'identifier des profils. Puis après, on verra peut-être comment on peut s'adapter. Déjà, les personnes qui vont écouter ton podcast, ce ne sont pas forcément des psychiatres ou des médecins ou des soignants. Donc, c'est très difficile d'établir qui est la personne en face de nous, parce que les profils que tu viens de citer là, ce sont des profils pathologiques. Tout à fait. C'est-à-dire qui sont reconnus d'un point de vue psychiatrique, donc médical. Mais comme tu le dis, de nos jours, on met des étiquettes très rapidement lorsque le comportement n'est pas adapté, lorsque l'on ne se sent pas en phase avec la personne, qu'elle agit selon notre analyse de façon disproportionnée, eh bien, on va la cataloguer de psychopathe, pervers narcissique. On entend beaucoup parler. Toutefois, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les mots sont importants, les descriptifs sont importants, et tout ça, ça repose sur des critères cliniques qui sont très précis. Donc, il faut faire vraiment attention dans le monde de l'entreprise, le monde de la négociation, de ne pas dire cette personne qui est en face de moi est un pervers narcissique, et donc essayer de mettre en place une tactique pour communiquer avec cet individu, parce que si ça se trouve, c'est pas du tout un pervers narcissique, et la réception peut être très mauvaise dans un terme de communication. Tout à fait. Et de négociation.
c'est compliqué d'enfermer la personne dans une case, surtout déjà quand on est expert du sujet, mais c'est vrai que dans le monde de Déjà. l'entreprise, moi, les personnes que j'accompagne, les managers, les collaborateurs, sont pas psychiatres. Et donc, si je comprends ce que tu me dis, c'est que il faut pas mettre une étiquette sur quelque chose sur lequel on n'a pas forcément une connaissance très profonde. C'est pas en ayant lu quelques articles sur Internet qu'on peut se permettre de cataloguer la personne et après d'agir en fonction de l'impression qu'on a d'elle, c'est ça? C'est ça, et puis tu as beaucoup de livres sur le sujet, des livres Mhm. parfois écrits par des professionnels de la profession et qui alimentent un petit peu tout ça. Notamment, là, je reviens beaucoup sur le pervers narcissique parce que c'est pas un terme qui est unanimement reconnu dans la profession. Donc, il faut faire. On dit aux gens de faire attention, mais en même temps, ils se trouvent abreuvés d'informations, parfois issues de personnes qui sont tout à fait sérieuses, qui sont pas forcément les bonnes infos. Ouais, bon. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a sur cette discipline, mais un peu comme le mensonge, sur lequel on comprend pas, pour le commun des mortels, on comprend pas grand-chose. Moi, le premier, moi, j'ai tendance, quand j'interviens dans le monde de l'entreprise, j'entends, allez, un jour sur deux au moins, lui est psychopathe, ça, ou il est paranoïaque. Et, euh, et après, on va avoir tous les stéréotypes qui sont liés à ça. Non, mais il n'est pas en capacité de comprendre tes émotions, il est psychopathe. Alors moi, je suis pas un expert, mais est-ce que vraiment le psychopathe est apathique ou pas, je sais pas dire. Parce que certains y arrivent très bien, mais ils ont quand même besoin de prendre en considération les émotions des autres. Enfin, c'est peut-être beaucoup plus subtil que ça. J'imagine. Je pense qu'il faut, dans le monde de l'entreprise, on a tendance à faire peut-être des raccourcis trop rapidement. Et donc, ce que tu me dis, première chose, c'est se méfier de ces raccourcis, c'est ça? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'identifier ce qui, selon nous, rend une personne difficile. C'est-à-dire que Mmh. toi et moi, par exemple, on voit le Oui. même individu, mais pas au même moment. D'accord? Je vois cette Ok. personne, je te vois quelques temps après, je te fais un débrief, et je dis, écoute, j'ai négocié avec lui, c'est quelqu'un de très sympa. Et toi, tu n'as pas du tout cette même perception de l'autre. Toi, Ok. tu l'as trouvé désagréable, tu l'as trouvé arrogant. Donc, tu vois, toute cette histoire d'identification, de ressenti que l'on a de la personne. Donc déjà, il faut s'interroger lorsqu'on est face à quelqu'un qui est, selon nous, difficile. euh, Qu'est-ce qui nous amène à penser ça sur sa façon de faire, sur sa façon de parler? Qu'est-ce que ça provoque en nous? Est-ce que ça nous met en colère? Est-ce qu'on est mal à l'aise? Est-ce que, en sortant de ce rendez-vous, on est frustré? Tu vois, donc il faut analyser très rapidement. Et c'est ça tout le problème, ce que les deux parties expriment d'un côté et ressentent de l'autre. Et puis, il faut aussi essayer d'expliquer pourquoi l'interlocuteur adopte un comportement qui complique la négociation. Est-ce que d'abord, c'est Mmh. quelqu'un qui a une personnalité qui est comme ça? Donc, c'est vraiment, ça fait partie de l'individu. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il traîne une réputation de personne complexe, difficile. Certains l'appelleront psychopathe ou Dieu sait quoi. Et Mmh. donc, à partir de là, tu as déjà entendu parler de cette personne. Donc, il faut te préparer à cette rencontre et aborder tout ça sous des réponses un peu psychologiques. Ou alors, est-ce que c'est une personne qui utilise des tactiques? Tu le sais, en négociation, ça On existe. retrouve sur des tactiques déloyales pour nous mettre mal à l'aise ou que sais-je. D'accord. Ah, vraiment intéressant. D'intimidation, de fausse colère. Là aussi, si on est au courant que c'est quelqu'un qui a tendance à utiliser ces techniques, on répond, mais on va plus répondre sous une forme de jeu, puisque là, c'est une technique qui est préparée d'avance. C'est beaucoup moins Oui. impressionnant et moins grave que la première version. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation, anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Ce que tu me dis, Sylvia, ça veut dire que soit la personne adopte une stratégie et donc c'est plus simple de s'adapter
et d'obtenir ce qu'on souhaite dans le cadre de la négociation, en tout cas de traiter cette difficulté chez la personne, soit c'est un trait de caractère, il n'en est pas conscient forcément, et donc là, est-ce qu'on s'oriente sur une notion de pathologie si lui-même souffre de ce comportement sans en être conscient? Ça dépend de quoi on parle. Il y a des personnes qui sont difficiles et qui ne sont Bien pas sûr. pathologiques pour autant. Bien sûr. Donc si tu as des personnes qui sont très difficiles, parce que ça fait partie de leur personnalité, de leur vécu, etc. Maintenant, si on tombe vraiment dans la pathologie pure et dure, et que cette personne n'en a pas forcément conscience, comme tu le dis, et que ça lui convient comme ça, même si on lui dit, parce que des fois, ce sont des personnes qui peuvent aussi prendre des réflexions en disant t'es vraiment très dur, ou tu agis comme un pervers, donc ils assimilent ça, mais ça ne va pas les faire changer pour autant, puisque ça fait partie d'eux-mêmes. Après, si on part sur le vrai pervers, le vrai psychopathe, j'insiste, ils sont quand même rares, on pourra dire ce qu'on veut, ça ne changera pas grand-chose. Ils continueront, ils sont très bien dans leur façon de faire, dans leur façon de rendre la vie impossible aux gens, ça leur convient très bien. D'accord. Si je comprends ce que tu me dis, c'est que si je suis exposé à ce type d'individus, mais de vrais pervers narcissiques, de vrais psychopathes, en fait, ma chance de les faire changer ou évoluer à l'instant T, c'est extrêmement faible. Mais on ne peut pas changer ces personnes-là. Et puis, ce n'est pas le rôle, là je parle dans le cadre de la négociation, puisque c'est vraiment le thème de ce podcast, ce n'est pas le rôle de la personne qui est en face, ou des collaborateurs même, d'essayer de changer un psychopathe, un pervers ou autre. Ça, c'est le rôle des soignants. Et comme ce sont des personnes qui ne s'estiment pas malades, elles ne vont pas d'elles-mêmes chez un psychiatre. Mais ça, ce n'est pas le rôle des négociateurs, des collaborateurs. Donc, il faut garder une distance et bien se dire qu'on ne les changera pas. En revanche, comprendre leur mécanisme, ça peut permettre de communiquer avec eux de manière différente de ce que l'on fait d'habitude avec les personnes qui sont plus linéaires dans le comportement. Donc, je peux pas les changer. Par contre, si je les comprends, je peux créer des stratégies pour peut-être les influencer ou en tout cas neutraliser certains traits de leur caractère qui sont trop néfastes, c'est ça? Tu peux faire ça, mais il y a aussi des ceintures de sécurité que tu vas pouvoir mettre en place. Parce que face à de vraies pathologies, il faudra bien accrocher ta ceinture. Parce que ce sont des personnes qui sont malveillantes. Intrinsèquement, elles sont malveillantes. Donc, des fois, il vaut mieux avoir... d'ailleurs, savoir, est-ce que la négociation en question, est-ce que ça vaut le coup de se rendre malade face à une personne qui écrase l'autre, parce que ça fait partie de sa personnalité, ça fait partie de son plaisir aussi. Et c'est ça où il faut établir qui est la personne en face de moi, comment j'y réponds, est-ce que je peux y répondre, et si au final ça échoue, parce que ça peut échouer, est-ce que ça vaut le coup de continuer cette forme de négociation, de collaboration avec un tel individu. Ça, c'est un point très important. Merci de le souligner. Il est vraiment très, très important. En négociation, on dit souvent qu'il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord. Et un mauvais accord, c'est pas ne pas obtenir totalement ce que l'on souhaite. Ça peut être aussi obtenir ce que l'on souhaite, mais avoir un accord qui va diminuer notre confiance en nous parce qu'on va avoir été attaqué personnellement ou qui peut nous faire ressentir un mal-être. Donc attention à ça, hein, vraiment dans la négociation. C'est vraiment intéressant. Alors, comment est-ce que j'ai beaucoup aimé le premier point que tu as souligné, qui est de dire on peut rencontrer la même personne à deux moments différents et avoir une perception qui est différente. Comment est-ce qu'on vient reconnaître des traits de caractère? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette notion de baseline qui fait partie peut-être des fondamentaux pour aller voir un comportement qui est moins dans la norme? Est-ce qu'on peut dire un comportement moins dans la norme? C'est ce que je dis est correct? En fait, ça va dépendre de la situation. Si c'est une personne que tu ne connais pas, là, la baseline, on l'utilise davantage dans l'analyse du langage non verbal. Ça peut être utile. Déjà, un petit rappel, la baseline, c'est vraiment l'état naturel de la personne, comment on se comporte chez nous, par exemple. C'est notre comportement ADN, ça fait partie de notre ADN intrinsèque. Et puis, comment cette baseline s'éloigne. Elle va s'éloigner justement quand on est en réunion,
quand il y a des enjeux, on va pas se tenir de la même manière au bureau qu'à la maison, tu vois. Donc la baseline s'éloigne selon les contextes. C'est tout à fait normal. Dans le cas d'une personnalité complexe, pathologique, c'est difficile d'établir la baseline parce qu'ils restent assez linéaires dans leur comportement. Sauf si une personne que tu connais bien, tu as une personne que tu connais bien, avec laquelle tu as l'habitude de négocier, par exemple. Okay. Un jour, tu la vois, elle est particulièrement difficile, particulièrement irritante, voire insultante. Peut-être qu'il y a eu quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle a évolué de façon très dure. Donc là, on a un événement, ça ne veut pas dire que la personne, à la base, elle n'était pas comme ça ne faisait pas partie de sa personnalité, mais il y a eu un événement qui est venu la perturber. Donc là, tu vois, on est tout à fait sur autre chose, mais on voit bien que la baseline ne correspond plus à cette personne qu'on a vue ce jour-là, depuis qu'il lui arrive telle ou telle chose. Oui, on peut appeler ça l'ADN, la baseline, ce qui fait ce que nous sommes, en fait, tout simplement. Alors, ce qui peut être très intéressant dans le cadre d'une négociation, parce que nous on l'utilise quand on voit des variations de baseline, c'est d'interroger sur le stimuli intérieur ou extérieur qui a pu provoquer ce changement. Stimuli extérieur, c'est que ça vient peut-être de nous, d'un phénomène exogène. Stimuli intérieur, ça peut être une prise de conscience de quelque chose qui fait qu'il va modifier son comportement. Ça, c'est vraiment intéressant. Sans rentrer sur cette notion de stéréotype, mais tout à l'heure, tu as parlé de pervers narcissique. Et je te propose qu'on commence avec ce type de personnalité, si ça te convient. Est-ce que tu peux nous donner des attributs de ce pervers narcissique? Parce que là, on entend beaucoup parler dans les médias actuellement pour certaines personnes du système politique français. Est-ce que tu peux nous parler du pervers narcissique? C'est quoi un pervers narcissique, s'il te plaît? Alors, je ne vais pas partir sur ce terrain-là, je vais t'expliquer pourquoi. On va partir sur le trouble de la personnalité narcissique. Pourquoi? Parce que lui et lui seul est reconnu au niveau psychiatrique. Super. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est quoi, en fait, un narcissique ou un pervers narcissique? Ce narcissisme s'évoque à travers une très très haute estime de soi. C'est quelqu'un qui a besoin d'être idolâtré à travers ce qu'il dit, à travers ce qu'il fait, à travers ce qu'il montre. Et alors à la base, il faut savoir que le narcissisme, ça fait partie de notre développement naturel. Donc il faut bien différencier le narcissisme normal. Des fois, il nous arrive d'être narcissique. C'est pas grave. Est-ce que si j'ai de l'estime de moi, je suis narcissique? Ça dépend où se situe ton estime de toi et si tu te sers des autres pour alimenter cette estime justement que tu as en toi. Mais avoir une bonne estime de soi n'est absolument pas pathologique. Je dirais même que c'est sain quand ce n'est pas, comment dirais-je, toxique pour les autres, y compris pour toi en tant que personne existante. Donc le narcissique, oui. Pardon, non, je t'ai coupé. Le narcissique, en fait, il a une volonté de nuire aux autres, c'est ça? C'est pas tout à fait ça. On va plus le voir avec le psychopathe. En fait, le narcissique, il va effectivement se servir des autres. Mais son objectif premier, c'est d'alimenter son ego. Tu sais, c'est un peu comme un vampire qui va pomper le sang de la personne qui est en face pour exister. Donc, c'est pour ça aussi que les narcissiques s'entourent d'une cour de gens qui l'admirent, il est toujours complimenté, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Il va être complimenté, donc il a besoin de ça pour exister. Parce qu'il y a une défaillance dans tout ça, tu t'en doutes. Un narcissique qui agit comme ça, c'est parce qu'il y a eu une carence quelque part. Mais on remarque maintenant que les vrais narcissiques ont été éduqués de façon très permissive, ce qu'on appelle les enfants rois. Et le narcissisme naturel n'a pas pu évoluer favorablement. Donc du coup, comme cette estime est très fragile, qu'elle ne s'est pas construite normalement, il va se construire à travers une carence. Il va avoir besoin, donc tout part en fait d'un problème d'estime de soi. C'est ça qui est assez paradoxal. Le narcissisme vit en se montrant très regardez-moi, admirez-moi, aimez-moi, mais vous, oubliez-vous, vous n'existez pas, vous n'existez que pour moi, en fait. Bien sûr. Que dans cet objectif-là. Mais néanmoins, pour beaucoup d'entre eux, il y a une problématique
d'estime qui est bafouée, qui n'est pas si bonne. Et si cette estime s'écroule, c'est-à-dire que demain cet individu n'a plus sa cour ou ne réussit pas un objectif qu'il a en tête, ça D'accord. peut très très mal se passer. C'est-à-dire qu'un narcissique en pleine crise peut être très rancunier, Oui. peut être également tomber dans la dépression parce que les narcissiques ont plusieurs comorbidités. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, ça peut être de la dépression nerveuse, il peut y avoir aussi des traitements, des dépendances à certaines choses. Donc, il faut faire très attention aussi à ça parce qu'il y a une fragilité qui est très constante chez les narcissiques lorsque l'on ne répond plus à leurs besoins d'admiration, de respect. Donc, il faut être très prudent avec ces personnes. Si je comprends ce que tu me dis, en fait, c'est des personnes tant qu'elles ont un petit peu leur drogue d'être aimées par les autres. Ouais. So far, so good, tout va bien, mais c'est des gens qui peuvent changer de caractère et de comportement à partir du moment où ils ont l'impression de plus obtenir cette satisfaction, qu'on appelle des strokes en psychologie sociale, c'est-à-dire des gens qui disent que vous êtes beau, gentil, agréable, et qui peuvent avoir un côté rancunier, méchant peut-être dans leur comportement. Est-ce que c'est... alors moi, je suis pas du tout familier à ça. C'est ça la différence entre un pervers narcissique et un narcissique? C'est quoi le sujet là-dessus? Parce que tu parles de narcissisme. Oui. Un trouble de la personnalité narcissique, donc le narcissique pathologique. Et si tu veux faire une différence entre un pervers et un narcissique, elle est simple. Le pervers, lui, c'est quelqu'un qui aime faire le mal. D'accord ? Il a besoin de ça, c'est comme ça que lui, il vit. Son objectif, c'est de démolir les autres psychologiquement, émotionnellement, pourquoi pas physiquement. Ce sont des traits... Enfin, la perversité est très rare, Dieu merci. Par contre, quand elle est là, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, en termes de soins, quelqu'un est pervers, il est pervers. On ne peut pas l'aider. Mais lui, c'est ça. Son objectif, c'est de détruire l'autre. Parce que ça lui fait plaisir. Le narcissique, lui, effectivement, il dévalorise les autres. Mais il dévalorise les autres, c'est pas pour leur nuire personnellement, c'est juste pour exister lui-même. C'est ça qu'il recherche. Donc on voit qu'il y a quand même une différence entre la perversité et le narcissisme qui se situe à ce niveau-là. Parce que là, il y a un vrai abus de langage. On entend souvent, oui, mais tel manager, il est pervers narcissique. En fait, ça n'a rien à voir. Si je comprends ce que tu me dis, je vais mettre des mots, alors désolé, un peu simpliste, mais le narcissique, c'est une volonté de briller et il peut utiliser les autres dans cet objectif-là et il peut rabaisser les autres pour briller, alors que le pervers narcissique, c'est pas forcément que pour briller, c'est surtout pour détruire son entourage, utiliser des leviers de manipulation pour les rabaisser au maximum, même s'il n'en tire pas une gloire à court terme, le fait de les diminuer va lui apporter une forme de jouissance. Oui, ça va alimenter ce qu'il recherche. Donc, ces personnes-là, si tu veux, il faut bien comprendre, elles ne sont pas construites normalement. Donc, c'est difficile d'avoir un échange, j'ai envie de dire, constructif avec de tels individus, sauf si on prend garde à certaines choses, évidemment. Alors, sur quoi il faut prendre garde? Là, ça devient intéressant. Dans le cadre d'une interaction, je pense vraiment en négociation au sens le plus large du terme. C'est à partir du moment où j'ai une conversation et que j'attends quelque chose de quelqu'un qui peut me dire non. Pour nous, on est dans un process de négociation. Donc, je suis en interaction avec ce type de personnalité, pervers narcissique, pas forcément en B2B, ça peut être sur plein d'autres formes du B2C, c'est-à-dire dans ma vie personnelle, achat, vente ou relations sociales. Je subis dans mon cercle d'amis, et voilà, j'ai un pervers narcissique, il est pas... Qu'est-ce que je peux faire pour me prémunir? Alors déjà, dans la négociation, il faut bien se dire que négocier avec une personne narcissique, ce n'est pas négocier avec une personne raisonnable. C'est important à retenir, pourquoi? Parce que ça va éviter de perdre du temps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est un peu comme le psychopathe. Il ne faut surtout pas chercher à communiquer avec eux sur des bases émotionnelles. D'accord. En fait, ils ne sont pas sensibles à ça. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de tisser un lien émotionnel puisque eux sont assez hermétiques à ce genre de choses. Même ensuite, le narcissique, si je le flatte, ça ne marchera pas? Alors, on va y venir, justement. Parce que là, tu parles de lui. Mais quand tu parles de toi sur le plan émotionnel, ça va pas c'est quand toi, tu t'adresses à lui ou que tu vends ton produit en essayant d'atteindre ses idées émotionnelles, sa vision émotionnelle,
ça va pas vraiment le toucher. Ok. Et puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est le narcissique pathologique, il choisit des personnes bien spécifiques auxquelles il va accorder un rôle spécifique également, et il va se servir de ces personnes. Par contre, il sait aussi exploiter les gens pour atteindre des objectifs. Donc pour négocier avec ce type de personne, déjà, il faut accepter ce qu'elle est. Quand on a affaire à... Alors évidemment, on ne sait pas forcément quelle est, parce qu'encore une fois, vous n'êtes ni psychiatre, ni soignant, et si on a vraiment affaire à quelqu'un qui est d'une cruauté extrême dans sa façon de négocier, de travailler, de collaborer avec les autres, qui est réputé pour ça, il faut accepter ça. C'est la première chose. Et puis, admettre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que cette personne ne changera jamais. Je parle toujours dans le cadre du travail. Donc, c'est important de raisonner comme ça, parce que sinon, vous allez perdre du temps à vous poser trop de questions, à essayer de changer votre comportement pour vous adapter à lui, et c'est pas ce qu'il cherche. Enfin, si, il cherche à ce qu'on s'adapte à lui, mais je veux dire, pas dans le sens où ça va le faire changer. Ça ne le fera pas changer du tout. Ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a deux questions. Il y a juste deux questions à se poser, justement, en rapport négociation narcissique. Alors, c'est quoi un narcissique? On l'a vu, c'est quelqu'un qui a quand même une estime donc, qui est fragile. D'accord, c'est de là que tout vient. Il est très peu sûr de lui. Et dans une négociation, qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche à répondre aux besoins de l'interlocuteur. Tout à fait. C'est comme ça que ça se passe. Complètement. Ensuite, deuxième question. De quoi a besoin un narcissique? Il a besoin d'être flatté, on l'a vu. Et c'est ce que tu disais juste avant. On peut l'aider à se sentir puissant, puisque c'est ce qu'il recherche. Et à partir de là, si tu lui dis certaines choses, si tu le flattes, il peut faire des concessions. Il peut trouver de l'intérêt ensuite au produit que tu vas lui vendre. Toutefois, il faudra bien vérifier que tout est bien ficelé au cours de la négociation, c'est-à-dire qu'il y ait un contrat signé, qu'il y ait des papiers qui mettent noir sur blanc tout ce qui a été convenu avec cette personnalité, parce qu'une fois qu'un narcissique quitte la table, il passe à autre chose. Ce ne sont pas les meilleurs pour tenir leurs promesses. Donc voilà, je dirais qu'il faut quand même toujours rester très prudent. Donc si je comprends ce que tu dis, c'est que on peut lui apporter une forme de satisfaction sur ce qu'il vient chercher dans sa négociation, d'une certaine manière, pas que sur l'échange marchand, ou sur ce qu'il peut attendre, mais aussi en flattant son ego. Mais à partir du moment où j'ai un accord, je fais bien attention à l'instant T, à verrouiller cet accord à travers la règle, le contrat ou les prochaines étapes, parce que lui, d'une certaine manière, il aura aucun problème à revenir en arrière. Ou à oublier. Ou à oublier, tout à fait. À oublier même ton existence. Ouais, ok, top. Vraiment intéressant. Ça, on parlait de narcissique, pervers narcissique. Parce que nous, on dit par exemple, tu vois, dans le business, quand tu es confronté à un problème, soit tu fais évoluer le problème, mais on a bien compris que là, c'était pas possible, soit tu changes ta perception du dit problème, soit tu sors de l'équation. Parce que c'est quelque chose qui t'appartient. Enfin, tu peux te poser la question de pourquoi est-ce que je continue à négocier avec tel type de personnalité. Est-ce que si on tombe sur un pervers narcissique, la meilleure option, d'une certaine manière, c'est pas d'aller construire une alternative, c'est-à-dire une option qui n'est pas à la table de la négo ou avec quelqu'un d'autre, mais de se poser la question pourquoi est-ce que j'accepte de souffrir ou d'être confronté à ce type de comportement pathologique. Parce que là, pour le coup, c'est le cas. Ça dépend de ta personnalité aussi. Il y a des personnes qui peuvent accepter, tu vois, qui vont avoir un seuil de tolérance très très haut, d'autres un petit peu moins. Et ça va vraiment dépendre du ressenti de chacun. C'est-à-dire que si on est en face de quelqu'un, qu'on a la boule au ventre avant d'aller le voir, qu'on est stressé, que vraiment cette personne écrase l'état émotionnel de l'autre, je pense que là, déjà il faut parler. Il faut en parler avec quelqu'un de ça. Et puis, il faut également se poser la question que tu viens de dire. Est-ce que je me retire de cette équation? Est-ce que cette équation vaut le coup, encore une fois? Et si ce n'est pas le cas, si ça va trop loin, et on le voit malheureusement souvent, ce sont les victimes qui se retirent, alors que ça ne devrait pas être comme ça. Et oui, d'une certaine manière, ce que tu dis, c'est qu'on donne raison à l'autre.
On donne en raison cédant. à celui qui est puissant, ouais, qui est général. Tu sais, dans le monde de l'entreprise, il y a des profils comme ça qui sont recherchés, des profils très sombres, parce qu'on Hmm, s'imagine qu'ils ne vont faire aucune concession, qu'ils vont avoir, ils n'auront pas peur d'utiliser le chantage, des techniques ultra puissantes. On pense par exemple que les psychopathes sont de très très grands négociateurs, de grands hommes et femmes d'affaires, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Donc effectivement, ils n'ont peur de rien, puisqu'ils ne ressentent pas cette peur. Et ce sont des gens qui avancent en écrasant. Hein. C'est vraiment un char. Il faut voir ces gens-là comme des chars qui écrasent. Ils sont là pour atteindre un objectif. Quoi qu'il c'est y ait ça. sur ce chemin, c'est du détail. Ça, c'est le profil psychopathique. Est-ce que tu peux... on va passer dans ce cas doucement au profil psychopathique. C'est quoi les traits de caractère ou les indices qui nous font penser que on a des traits qui sont liés à ça? Bah, bon, encore une fois, il faut faire attention, hein, mais bien Bien sûr. évidemment qu'il existe des profils qui sont totalement toxiques pour les autres. Alors déjà, si je dis le terme psychopathe, les gens qui nous écoutent, j'imagine qu'il va se passer plein de choses dans leur tête. Ils vont avoir plein d'images. Le silence des agneaux. Premièrement, l'image, par exemple, bah, tu vois, ta première image, c'est quand même un criminel. Or, le psychopathe n'est pas forcément un tueur. Bien C'est sûr. vraiment important de le rappeler parce qu'il y en a qui disent je travaille avec un psychopathe, donc là c'est sur le plan caractère, et qui sont persuadés que l'individu en question est capable de tuer si ce n'est pas déjà fait. Il faut faire Mhm. attention à ça. On va plutôt parler de psychopathes sociaux, voire Ok. de psychopathes performants dans leur travail, dans leur façon de faire. Alors c'est vrai que le psychopathe, on pourrait parler aussi des bons côtés du psychopathe parce qu'il en a. C'est quelqu'un qui peut vraiment évoluer dans une situation de grand stress pour n'importe qui, mais lui, ça va être une eau tranquille sur laquelle il va glisser et du coup, il peut faire des affaires intéressantes. Donc, c'est un trouble de la personnalité, là aussi, donc c'est un terme médical, psychiatrique, hein, et c'est quelqu'un qui ne répond pas aux normes sociales, qui ne répond pas aux normes morales. Et le problème avec cet individu, c'est qu'il teste en permanent les gens qui sont avec lui. Il a une très bonne lecture des gens, le psychopathe. Et pourtant, tu vois, il n'a pas d'empathie, pas vraiment beaucoup d'empathie. Et on dit que s'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de lecture de l'autre. En fait, le Mhm. psychopathe, il cerne les failles. Par exemple, si tu as un psychopathe en face de toi, eh bien, il va t'observer et puis il va remarquer tes fragilités. Et tel un serpent, il va rentrer dans tes failles et c'est là où il va commencer à te manipuler. Hein, D'accord. le psychopathe est un manipulateur, un menteur, et il sait exactement où il va t'amener. Et à la différence du narcissique, lui, il a plaisir à s'amuser. En fait, il voit les gens autour de lui un petit peu comme une souris, quoi, un chat qui joue avec une souris. Ça va pas plus loin. D'accord. Donc, c'est pas quelqu'un, par contre, qui va faire du mal physiquement aux gens. Pas nécessairement faire du mal physiquement aux gens. Par contre, le psychopathe est très éprouvant sur le plan émotionnel. Très, très éprouvant. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire, dans un D'accord. environnement de travail, si tu as un vrai psychopathe qui est là, qui a un rôle de manager ou qui a un rôle dans la hiérarchie, il va mettre les autres en très, très grande difficulté. Donc, Mais à la différence là, du narcissique, c'est pas pour être valorisé, c'est pour performer, lui, c'est ça? pas du tout. C'est- Non, lui, il n'a pas besoin d'être valorisé, il est excellent. Il n'en Oui. doute pas. Il n'en doute Ok. pas, il est parfait, tout va bien. Les autres sont insignifiants. Donc, il n'a pas besoin qu'on le flatte. Et si tu le flattes comme ça, au détour, et ça va lui faire plaisir, bien évidemment, parce que ça prouve tout simplement que son plan fonctionne. Mais sur le plan de l'ego, de son estime, elle est là. Il est parfaitement sûr de qui il est. C'est pas quelqu'un qui est émotionnellement touché par les choses. Génial. Lui, c'est un besoin de performance. Est-ce que ça veut dire que si je suis dans une équipe avec un manager psychopathe et que je suis bon, d'une certaine manière, en tout cas que je performe, que j'ai des résultats, j'ai pas à m'inquiéter? Si tu es en équipe avec un collaborateur psychopathe, que tu performes plus que lui, Que je performe. C'est mon manager, je performe dans mon équipe, et donc d'une certaine manière, je l'aide à atteindre son objectif. Donc d'une certaine manière, oui, je suis bien. tu es intéressant pour lui. Tu es une bonne petite souris. Pardon,
te verra pas forcément autrement. Et encore une fois, j'insiste, on parle des vrais psychopathes. Pour lui, tu es une bonne petite souris qui fait son travail, qui lui apporte de l'argent, qui lui apporte des affaires, et théoriquement, tu n'as rien à craindre. Sauf si un jour, il décide pour une raison X ou Y que tu lui fais de l'ombre, qu'il te fait plus confiance. Là, il va falloir effectivement faire attention parce qu'il va commencer à changer de comportement avec toi et il va te mener la vie très très dure. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là si je suis face à un psychopathe, que je sois top performant ou pas top performant, si je suis dans une norme ou dans une équipe où il n'y a pas forcément de performance, comment est-ce que je m'adapte, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter la communication ou ma relation à lui? Alors déjà, je dirais qu'il faut que tu fasses preuve d'un très grand sang-froid, pardon D'accord. pour le jeu de mots. Ne lui montre pas tes émotions. Ok. Parce que si tu lui montres, lui il va savoir quoi en faire. Un psychopathe, c'est aussi un excellent intimidateur. C'est-à-dire que si il décide de s'amuser avec toi, il va je te le disais tout à l'heure, te mener la vie très très dure. Quand ça arrive, ce genre de choses, d'ailleurs qu'on ait affaire à un psychopathe ou pas, quand on est intimidé, harcelé, menacé, il est vraiment important de le signaler, d'en parler, parce que sinon la personne va être isolée. Et c'est ce que recherche ce type d'individu. Donc l'isolement, ça va vous mettre contre un mur, ça va vous cloîtrer et ça va être très dangereux. Parce que c'est là où la personne en face va continuer à vous matraquer. Donc il faut parler. Ça, c'est une petite parenthèse parce que c'est valable avec n'importe qui. J'en parle à dans lui. ton entreprise, je lui dis, votre comportement me met mal à l'aise, ou j'en parle à côté? Est-ce que je nomme la tactique comme on a l'habitude d'entendre en négociation? Votre comportement me met mal à l'aise et dans ce cas-là, je communique sur mes émotions. Est-ce que je vais avertir des conséquences? Là, votre comportement me met mal à l'aise. Je suis pas sûr que on puisse atteindre un objectif. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ou est-ce qu'au contraire, je marque une pause et j'essaye de ventiler mes émotions avec des amis, avec des proches, pour éviter d'être enfermé dans cette bulle sans oxygène? Alors en parler en extérieur, c'est-à-dire avec la famille et les amis, oui. Maintenant, quand tu as affaire à un vrai psychopathe, il y a deux chemins que tu ne dois surtout pas emprunter. Sûr. Le premier, c'est par exemple de lui crier dessus, de le menacer à ton tour, d'essayer d'être plus virulent que lui. Si tu pars sur ce chemin, dis-toi bien que ça ne va lui faire ni chaud ni froid. Parce que un psychopathe n'est pas sensible au stress, il ne ressent pas la peur, la crainte, enfin, il peut la ressentir, mais il n'a pas conscience de ce que cette peur peut engendrer. Donc du coup, quelqu'un qui s'excite en face de lui, ça va plutôt le faire sourire. Et là, tu viens de dire, est-ce que je dois lui parler de ce que je ressens? J'ai envie de te dire, surtout pas. Parce que si tu essayes de lui parler de ce qui se passe, ça veut dire que tu es mal à l'aise, donc tu veux régler un problème. Donc tu te poses, à ses yeux, tu te poses comme une victime. Et il adore ça, le psychopathe. Il va jubiler. Donc si tu essayes de lui tirer les larmes à l'œil, si tu essayes de trouver même un compromis avec lui, tu n'obtiendras rien parce qu'il est hermétique à ta détresse. Il est hermétique à la détresse des gens qui l'entourent. Donc c'est un peu peine perdue. Voire même ça va l'alimenter dans son processus. Oui. Bah, là, tu apportes la preuve que son plan fonctionne à merveille. C'est-à-dire son plan de destruction, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Ça fonctionne à ce moment. De nuire à l'autre. Tu exprimes un désarroi. Alors ça pourrait marcher avec quelqu'un d'autre qui n'est pas malade, tu vois, enfin qui n'a pas de pathologie particulière, qui est juste désagréable. Des fois, ça peut être bien de parler, de dire là stop. On a aussi des limites. Ça, c'est important, les limites. Oui, complètement. Définir. Mais avec un psychopathe, et encore une fois, c'est difficile de savoir si tu as un psychopathe en face de toi, ça va être ces deux chemins, il faut surtout pas les prendre parce qu'ils ne t'amèneront nulle part. Oui, là, on parle vraiment du cas pathologique. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as dit rester maître de ses émotions, garder son sang-froid pour baisser la tension de la situation, c'est ça? Alors, il y a eu des études qui ont été faites, justement, et qui conseillent à des personnes qui travaillent donc avec des personnes diagnostiquées psychopathes, plutôt de collaborer, voire de négocier par écrit.
Tout se génial, fait oui. par mail, tout se fait par SMS. C'est-à-dire que pourquoi c'est intéressant? Effectivement, c'est une étude qui est plutôt valable. Parce que si tu es en face du psychopathe, même pour la première fois, il va te regarder, il va t'écouter attentivement, il va s'abreuver de toi. Il va regarder comment tu te tiens, comment tu parles, tes mots, ta voix, et il va repérer tes fragilités, entre guillemets, et c'est à partir de là où il s'alimente de la personne que tu es, où il va commencer à jouer avec toi. Tandis que par écrit, il n'a pas accès à ce genre de choses, il n'a pas accès à tes Bien sûr. émotions, il ne te voit pas, il ne t'entend pas. Donc c'est très, c'est très... Tu rationalises ta conversation à lui et tu lui donnes pas cette sphère émotionnelle sur laquelle lui peut jouer pour te diminuer. C'est ça, c'est de ne pas lui donner de prise émotionnelle, comportementale sur toi. Et puis, pareil, quand tu négocies avec un psychopathe, il faut bien vérifier ses dires. Parce que c'est aussi, on l'a vu, un excellent menteur. Et quand il te dit quelque chose, il faut impérativement te renseigner pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Il faut faire très très attention à ce qu'il raconte. Voilà, donc quand on a affaire en fait à ce genre d'individu, il faut rien montrer de soi-même. Il faut rester très neutre, tant au niveau du corps qu'au niveau de ce que l'on exprime, c'est-à-dire on ne dit rien de sa propre vie. On se contente de répondre avec le moins de descriptif possible, et Factuel. puis on reste très factuel. Et si on peut, si la relation que l'on a avec cet individu le permet, il faut maintenir le maximum de distance. C'est pour ça que l'écriture est intéressante. La communication par écrit. Ça te permet d'avoir un contact. Oui, puis tu fais moins preuve d'empathie. L'écriture permet vraiment de donner une forme de distance émotionnelle. Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas avec le commun des mortels, parce que c'est plus compliqué de faire preuve d'empathie, et que des messages neutres peuvent être perçus plus agressifs qu'ils ne le sont. Or, avec le psychopathe, comme il veut jouer de ce que je comprends de cette notion d'émotion pour te nuire, ben là, pour le coup, c'est vraiment intéressant dans ce cas-là. Est-ce que, juste pour avoir un ordre de grandeur, est-ce qu'on sait à peu près sur une population le pourcentage de psychopathes, à peu près un ordre de grandeur de ce type de profil vraiment diagnostiqué cliniquement, DSM-5, psychopathique? Parce que comme on l'entend au quotidien, vraiment pour montrer que c'est un abus de langage. Alors, en fait, en France, on n'a pas vraiment de chiffres, enfin en tout cas pas à ma connaissance, mais aux États-Unis, ils disent que la population, il y aurait entre 1 et 3% de psychopathes qui évolueraient. Il y a de plus en plus de chercheurs qui disent que dans les années à venir, il y aura de plus en plus d'esprits psychopathes, c'est-à-dire de personnes qui n'auront de moins en moins d'empathie, qui vont être vraiment dans la recherche de l'anéantissement de l'autre. Alors, c'est pareil, on nous dit que c'est déjà en route. Tu sais, quand on va dans les écoles pour faire de la prévention, on va aussi dans des endroits où il y a des jeunes à problème. On a plutôt noté le contraire, en fait. Une empathie qui est très forte, trop forte, et du coup qui s'exprime mal, parce qu'elle est mal canalisée. Donc oui, est-ce qu'il y aura plus de psychopathes? Je sais pas, mais ils existent. Maintenant, te donner un chiffre précis en France, je n'ai pas ça entre les mains. Ça nous permet d'avoir un ordre de grandeur. C'est une personne sur 100, 1 à 3% à peu près. Je comprends. Et puis c'est vrai qu'avec la distancialisation, avec l'émergence d'Internet, qui est omniprésent maintenant sur nos générations, peut-être que ça creuse ce lien. Et puis on est de plus en plus dans une société qui est liée à la performance. Donc performance et distancialisation, ça tend peut-être à nourrir effectivement ces traits de caractère. Alors après, à dire là-dessus s'ils le sont ou pas. Intéressant. Oui, il y a des gens qui le disent, oui. Ouais, complètement. Troisième type de profil, alors pour le coup, pareil, qui est un abus de langage qu'on entend au quotidien. Non, mais lui, il est parano. Le paranoïaque. Qu'est-ce que le paranoïaque? Trouble de la personnalité, là aussi. D'accord. Donc on est toujours dans la pathologie de l'individu. Donc le paranoïaque, en fait, vit cette terrible chose, c'est-à-dire qu'il souffre d'une méfiance accrue de toutes les personnes, d'une grande partie des gens qui l'entourent, et en fait, il se persuade que son entourage lui veut du mal. Il s'imagine des choses qui sont bien évidemment totalement infondées, et
En fait, c'est quelqu'un qui, quoi qu'on lui dise, même si on essaie de le rassurer, c'est quelqu'un qui va rester dans son mode de pensée, qui est tu me veux du mal, je le sais, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu me démontres, ça restera comme ça. Et plus on essaye de démontrer qu'on ne lui veut pas de mal, eh bien lui, c'est pas son estime qui est alimentée, c'est sa paranoïa. C'est-à-dire plus on dit c'est pas moi, ce n'est pas vrai ce que tu dis, eh bien plus ça vient alimenter cette persuasion, cette méfiance qu'il a vis-à-vis des gens. Donc chaque mot, chaque regard, c'est identifié comme étant un danger potentiel pour le paranoïaque. D'accord, donc il a une perception du monde qui l'entoure, qui veut lui nuire, et donc j'arrive à un mot qu'on n'a pas nommé, mais que pour le coup qu'on retrouve régulièrement dans la négociation, c'est le terme de confiance. C'est quelqu'un Oui. qui n'a aucune confiance dans les autres, puisque la confiance, c'est un sentiment de vulnérabilité et d'interdépendance à l'autre. Donc quand on a confiance, on se met dans ce sentiment de vulnérabilité et d'interdépendance. Lui, jamais de la vie. Alors après, il y a des personnes où il peut avoir un peu confiance, hein, mais oui, c'est quelqu'un qui est très performant néanmoins dans son travail. C'est quelqu'un, quand on a affaire à un paranoïaque, il faut le mettre à un poste où effectivement il n'est pas trop en lien avec les autres. Et c'est quelqu'un qui aime travailler seul, c'est quelqu'un qui aime, qui ira jusqu'au bout de sa tâche. Super. Voilà, tant qu'il n'y a pas un environnement où il se sent espionné, attaqué. Donc c'est quand même quelqu'un qui peut parfaitement travailler, mais il faut choisir le bon poste. Donc oui, il se sent constamment Il est fidèle. stressé et on peut imaginer. Il est fidèle. Fidèle à sa hiérarchie, fidèle aux objectifs qu'on lui donne. S'il n'a pas de doute vis-à-vis de sa hiérarchie, ça Ok. ira. S'il a un doute, il ne pourra pas rester. Ou il va créer de toute façon un environnement de travail qui va être très compliqué pour tout le monde. D'accord, C'est difficile de travailler avec un paranoïaque, mais imagine aussi que c'est très difficile probablement pour un paranoïaque de ressentir ce qu'il ressent constamment, parce que finalement, tu parlais de confiance, c'est quand même la base dans les interactions humaines. Eh bien, cette base-là, il ne l'a pas, ou très peu, très très peu. Il a plus de souffrance en lui que le pervers narcissique ou le psychopathe, c'est ça, lui? Parce qu'il en est conscient? C'est quelque chose qui le mange? Lui, ce qui le dévore, c'est lui-même. Enfin, c'est plus tourné vers lui-même. Le narcissique et le psychopathe lui dévorent les autres. Ça les rend plus forts. Tandis que le paranoïaque, en fait, ça le dévore intérieurement et quelque part, ça va l'affaiblir. On n'est pas heureux quand on pense des choses des gens qu'on aime, parce que ça ne veut pas dire que le paranoïaque est incapable d'aimer, pas du tout. C'est-à-dire que même des gens très très proches, concubins, concubines, parents, le paranoïaque vit dans une autre réalité, en fait. Ouais, c'est vraiment intéressant. Il est capable d'aimer, mais à certains moments, il y a cette notion de parano qui va reprendre le dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec ce type d'interlocuteur? Comment ça, on essaie de gérer ça? Tu vas me dire, ce sont des personnes qui ont besoin d'aide. Je vais te dire oui, mais le problème, c'est que elles ne perçoivent pas comme ça, puisque le problème, c'est les autres. Tu vois, ce sont les autres qui lui veulent du mal. L'enfer, c'est les autres. Et si tu emmènes un paranoïaque devant un psy, ça va être très compliqué. Pourquoi, à ton avis? Parce que le paranoïaque va se méfier du professionnel. Bien sûr. Il fait partie de la conspiration. Donc, collaborer avec ce type, ou même négocier avec ce type de personnalité, je dirais qu'il faut être respectueux de la personne. Il y a un truc à ne pas faire avec ces personnes-là, c'est de... Tu sais, il y a des gens pour bien faire, par bienveillance, qui en ont tellement marre à la fin, qui disent au paranoïaque « Ouais, ok, allez, t'as raison, j'ai fait ça. » Pensant que ça va faire passer l'autre à autre chose. C'est pas du tout le cas. C'est même pire qu'avant. Il ne faut pas non plus se moquer de ce que le paranoïaque ressent. C'est-à-dire que tu as un collaborateur qui est paranoïaque, qui te dit « Toi, je sens que tu vas me faire du mal. » Et tu réponds par l'humour, parce que tu veux dédramatiser la situation. Il faut bien comprendre qu'un paranoïaque, il n'a pas d'humour. Tout ce que tu diras pour lui, il ne le comprend pas, il ne l'assimile pas. Pour lui, ouais, tout est au premier degré. Donc, si tu lui parles comme ça, et même si c'est bienveillant de ta part, parce que tu ne veux pas t'éterniser sur cette chose-là, eh bien, tu vas aggraver le problème. Donc, il ne faut pas faire ça. C'est vraiment important. Avec un paranoïaque, tu dois parler de façon très claire. Tu dois
vraiment dire très peu de mots. Tu vois, ne pars pas dans des grandes phrases. Parce que si tu fais des grandes tirades, le paranoïaque, il va commencer à s'imaginer des choses. C'est aussi dans notre façon de communiquer avec lui qui va, plus la communication est longue, plus il y a des échanges, il va peut-être s'imaginer quelque chose. Donc, Il va avoir ça l'impression peut qu'on être veut mal noyer le interprété. poisson. Oui, manipuler. Ouais, complètement. Tu Donc, peux ce qui est manipuler simple, d'une façon ou d'une autre. s'exprime clairement et simplement, donc faire simple et court. Voilà. Simple et court. Par écrit aussi, ça peut être intéressant. Tu vois, tu peux faire très simple et Oui, court. tu laisses une trace. Tu laisses une trace et puis au moins, bon, là, ça reste que des mots. Ce qu'il faut aussi, c'est ne pas balayer d'un revers de la main ce qu'il te raconte. Le mieux, c'est que si un paranoïaque t'accuse de quelque chose, pour le coup, il faut l'amener à développer, lui dire mais pourquoi tu penses ça? Et là, la personne va Qu'est-ce qui te fait penser expliquer, que... Ouais. elle va argumenter. Pourquoi tu penses ça de moi? Donc, en lui disant ça, tu l'écoutes, tu t'intéresses à ce qu'elle dit. Ouais, tu prends en considération sa la mets parole. pas contre un mur en disant t'es farfelu. Tu prends en considération et puis tu peux y répondre, mais de manière, c'est compliqué, hein, tu peux y répondre, mais de manière très neutre, tu vois. Il ne faut surtout pas que tu sois sur la défensive. Parce que si tu t'énerves, ah bah pour elle, c'est ah bah tu vois, j'avais raison. J'avais raison dans ce que je pensais de toi. Donc c'est Complètement. on en revient toujours au même, c'est difficile de communiquer avec ces personnes, mine de rien, parce que ça, c'est le travail de personnes dont c'est le métier. Est-ce que, alors je vais peut-être être sur la nuance, mais le pourquoi, qui est vraiment la bonne question, clairement, tu le dis, mais qui peut être perçu peut-être comme accusatif. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es en retard? Est-ce que, peut-être, en termes de neutralité, elle est sur des questions de qu'est-ce qui te fait penser ça? Oui. Comment ça? Qui vont avoir une notion de plus de neutralité, tout en étant prévisible, fiable, et respecter la parole donnée avec ce type d'individu, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que, de toute façon, ce sera, admettons qu'elle commence à t'accuser de quelque chose, ce qu'il faut, c'est ne pas s'énerver, il faut la regarder, cette personne, s'asseoir en face d'elle, et lui dire, écoute, j'entends ce que tu me dis, maintenant, aide-moi à comprendre pourquoi tu penses ça de moi. Tu vois, c'est pas agressif, c'est génial. c'est doux, aide-moi à comprendre, mais ça fait des miracles, cette phrase-là, aide-moi à comprendre ce qui ne va pas. Et la personne, bon, elle va te dire, ça ne va pas la guérir, hein, cette phrase ne va pas la guérir non plus. Et du coup, tu vas avoir plus d'éléments, plus d'informations. À toi de dire, écoute, j'entends là aussi ce que tu me dis, mais je ne suis pas responsable de ça. Je ne peux pas te dire autre chose. Tu vois, c'est court. Tu t'étales pas dans des explications. Et en même temps, tu ne t'auto-accuses pas non plus de quelque chose que tu n'as pas fait. C'est vraiment important pour les personnes qui côtoient des paranoïaques. Ne prenez pas ce statut qui ne vous appartient pas parce que vous voulez passer à autre chose. Aider le paranoïaque par facilité, par confort, surtout pas. Très intéressant. Et est-ce que le fait d'avoir ce qu'on appelle en égo ou dans la vente, c'est des quick wins, c'est-à-dire tu démontres la parole donnée avec des succès réguliers, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut avoir tendance à le rassurer ou pas du tout? Ça va dépendre du degré de la paranoïa de la personne. Tu sais, après, il y a des degrés très différents, donc il faut. Moi, je pense que ce sont des personnes avec lesquelles, c'est ce qu'on a dit, il faut pas les laisser de côté, parce que sinon ça va alimenter encore plus ce qu'elles ressentent. Il faut communiquer avec elles, on l'a vu, de façon concise, claire, pas aller trop loin dans le discours. Voilà. Mais ce sont des personnes méthodiques en plus, les paranoïaques, beaucoup le sont. Donc, tu sais, ce sont des gens qui classent, donc il faut un peu se comporter comme ça. Il faut trier, classer, ne pas trop lui donner de détails qui vont l'étourdir au final. D'accord. C'est vraiment intéressant parce que ce que je retiens sur ces trois types de profils, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, la préparation en amont, non pas pour les identifier, mais pour maîtriser ses émotions, pour être en capacité de donner la meilleure version de soi-même, c'est quelque chose qui va nous sauver d'une certaine manière face à ce type de profil. Alors, si tu veux pouvoir négocier avec l'un de ces trois profils, très honnêtement, je pense qu'il faut avoir une très bonne confiance en soi. D'accord.
sans pour autant être narcissique, paranoïaque à son tour ou quoi que ce soit. Mais bien se connaître, de toute façon, c'est la base. Bien se connaître, se faire confiance, savoir ce que l'on vaut. Quand tu as quelqu'un qui est bâti comme ça, c'est pas toujours évident, hein, parce que des fois la vie peut malmener les uns et les autres et on peut perdre un peu de confiance en soi. Mais quand tu as quelqu'un qui est comme un roc, et bien même un psychopathe par exemple, d'abord il va le sentir ça, il va dire non, cette personne-là, je vais pas aller vers elle parce s'ils perçoivent les fragilités des uns et des autres, ils peuvent aussi percevoir quelqu'un qui est solide. C'est pas forcément vers là où ils iront, ou alors à moins que tu représentes un challenge. Bien sûr. Mais c'est-à-dire avoir suffisamment confiance en nous, parce qu'ils vont peut-être s'autoriser à aller vers des victimes, je sais pas si c'est le bon terme, mais des gens plus fragiles à ce moment-là. Mais en tout cas, nous, on se préserve de notre côté, c'est ça, hein. Oui, il faut de toute façon se préserver. Alors après, on parle de la personnalité, mais quand on a vraiment quelqu'un en face de nous qui nous met mal à l'aise, qui nous met en colère, qui nous fait nous sentir différents tout simplement, et pas dans le bon sens du terme, il faut se protéger, il faut prendre de la distance. On peut se servir de tout ce qu'on a dit aujourd'hui avec des personnes qui ne sont pas forcément malades d'un point de vue psychiatrique, mais en tout cas qui nous nuisent d'une façon ou d'une autre. Voilà, qui nous nuisent d'une façon ou d'une autre. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec l'exemple. Tous les deux, on rencontre la même personne. Moi, je le vis bien, donc voilà, tout va bien. Si toi, tu le vis mal, eh bien, tu dois à un moment donné te poser des questions, te dire est-ce que ça vaut le coup d'avoir cette relation avec cet individu? Si oui, comment, je me protège? Et deux, comment je réponds si je n'ai pas le choix? Il faut bien répondre. Si on travaille avec quelqu'un comme ça, si c'est notre chef, comment on fait? Donc, et pour ça, il faut communiquer, hein, il faut avoir des appuis. C'est très important. C'est génial. Donc si j'accepte la relation, comment je me protège moi pour durer? Oui. Ou comment je fais pour m'adapter à la situation, c'est ça. Et puis si je dis non d'une certaine manière, c'est comment est-ce que je construis une alternative à ma négociation, c'est comment je trouve une option qui n'est pas à la table de la négociation, où je ne prends plus en considération l'autre, parce que j'ai le droit d'accepter ou de refuser cette relation qui m'est imposée. Ça, c'est vraiment génial. Écoute, le temps passe à une allure incroyable, c'est vraiment passionnant. Sylvia, je vais avoir une dernière question, parce que j'ai l'habitude de terminer le podcast avec ça. Si la Sylvia d'aujourd'hui devait rencontrer la Sylvia quand elle avait 20 ans, quel est le conseil que tu te donnerais à toi-même? Je me dirais de m'accrocher. Je me dirais que ce que tu veux, tu l'obtiendras si tu te donnes tous les moyens. Là, je parle de moyens raisonnables, bien sûr. Fais-toi confiance. La ténacité. Ne laisse pas les autres, la ténacité, ne laisse pas les autres te démolir parce qu'ils échouent. Voilà. Donc, j'ai eu la chance d'évoluer avec, par contre, beaucoup de bienveillance autour de moi. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas, en dehors des personnes malades que j'ai rencontrées, mais là, c'était le jeu, on va dire. Mais par contre, toutes les personnes avec lesquelles j'ai évolué dans mon travail, avec lesquelles je continue d'évoluer, c'est beaucoup de bienveillance, c'est beaucoup d'encouragement, de motivation. Donc voilà, c'est ce que je me serais dit, parce que de toute façon, ça m'arrivera forcément, hein, à 20 ans, si je traverse le temps, je saurai que ça va arriver. Donc il faut encourager aussi les gens, les jeunes, à se faire confiance et aller vers le chemin qui est le leur, tout simplement. C'est génial. Puis comme ça, en plus, la boucle est bouclée, puisque on travaille son estime de soi, sa confiance en soi, sa ténacité. Oui. Et ce que tu nous as dit, c'est que c'était typiquement les traits de caractère qu'on devait mettre en avant pour traiter des négociations ou des interactions avec ce type de profil. Écoute, c'est passionnant. Un très très grand merci, Sylvia, pour ce retour d'expérience. C'était vraiment génial. Pour nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pour parler, le podcast de la négociation. Encore merci, Sylvia. Merci, Julien. À bientôt.